Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur l'émergence du mouvement national et l'idée de l'indépendance nationale dans les années 1920. Le mouvement national est né juste après le bouleversement qu'a connu le monde après la Première Guerre mondiale. Elle est née, comme l'a si bien écrit Msali Haj dans ses mémoires, dans les faubourgs de Paris, avant de s'étendre ensuite au territoire national à travers la création des premières cellules de l'étoile nord africaine. Pour aborder ce moment important de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le sociologue et historien. Il est également avocat, M. Kamel Boukhssa. Il est l'auteur d'un livre remarquable sur cette période sous le titre « Aux sources du nationalisme algérien ». J'ai le plaisir de recevoir également M. Mohamed Karim Aswan. Il est chercheur universitaire. Il est l'auteur d'un livre original sur le parcours de l'émir Khaled. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kamel Boukhssa, avant d'entamer le débat sur la création de l'étoile nord-africaine, j'aimerais bien revenir avec vous sur la configuration de l'immigration algérienne juste après la Première Guerre mondiale. La configuration de l'immigration algérienne a commencé assez tôt et un peu avant les débuts de la Première Guerre mondiale en 1914. C'est en 1905 que les premiers essaims, les premiers groupements des émigrés algériens vont apparaître, particulièrement dans les zones proches du territoire algérien ou algéro-français, puisque c'est dans la région des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire dans la région marseillaise, que nous allons trouver les premiers émigrés algériens qui vont essaimer d'ici, de ci, de là, et qui vont s'établir dans ces zones, des premières zones migratoires. Après, c'est le tour des émigrés algériens qui ont participé à l'effort de guerre dans les usines où ils vont servir d'appoint pour l'armement, dans également les groupements de tirailleurs algériens qui vont aussi être particulièrement impliqués dans les zones de combat. Et c'est au niveau de ces premiers territoires qui ont accueilli les premiers émigrés algériens, les premiers soldats, les premiers tirailleurs, que l'on va donc assister à l'implantation de ci, de là, de ces groupements, des petits groupements d'émigrés algériens. Ce n'est que vers la fin de la Première Guerre mondiale que les usines françaises vont éprouver le besoin de rameuter un petit peu ces anciens soldats ou ces premiers immigrés et qui vont donc très vivement et très rapidement donc répondre aux besoins des industries françaises et des besoins de la reconstruction de tout ce qui a été le prix de dégâts causés par les événements de la Première Guerre mondiale. Ils étaient pratiquement réduits à l'esclavage, vous l'avez noté dans votre livre. Ils étaient réduits à tout ce dont avaient besoin les industries françaises, qu'elles soient chimiques, métallurgiques, etc. Aussi dans les zones de charbon, où ils étaient aussi très appréciés. Et donc c'est à ce niveau-là que les premiers appels à la main-d'œuvre algérienne vont être audibles et vont effectivement recruter une masse importante de ces premiers émigrés sur le sol métropolitain.
Monsieur Mohamed Karim Aswan, au moment où l'on assiste en France à l'émergence de cette conscience ouvrière au sein de l'immigration algérienne, en Algérie par contre, il va y avoir un mouvement autour de l'émir Khaled, le mouvement qu'on a appelé les jeunes Algériens. Bien avant, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que c'est vrai qu'il y a là cet apport de l'immigration et des travailleurs immigrés, des fois de force, par obligation sociale, etc. C'est vrai, il y a un apport énorme, à ne jamais le sous-estimer, mais il y a aussi, en Algérie, il y a eu quand même des mouvements de grève, des associations, des syndicats corporatistes. Je pense par exemple à un syndicat dont on n'en parle pas beaucoup et dont l'émir Khaled avait défendu la cause lorsqu'il était un élu à la municipalité d'Alger. C'était le fameux syndicat des charbonniers, les vendeurs de charbonniers de l'Qasba. Donc ça pourrait être une première manifestation du syndicalisme à l'intérieur de la colonie Algérie. Donc il y a eu quand même un mouvement conséquent. Il y a eu quand même des grèves, le port de Philippeville, de Skikda, le port d'Oran, 1912, 1907. Et il y a eu un mouvement à l'intérieur du pays qui a aussi eu son apport. Et c'est là où les forces politiques qui se sont organisées dans l'immigration ont trouvé en fait un véritable soutien. Il y a eu des cellules, il y a eu des militants, ne serait-ce que de nature syndicaliste, oui, mais j'ajouterais qu'il y a aussi un fort influence du mouvement nationaliste arabe. Et je pense beaucoup plus au mouvement de Saad Zaghloul en Égypte, le mouvement réformateur, pardon, et le mouvement nationaliste tunisien aussi. Le mouvement nationaliste tunisien, parmi les fondateurs. D'ailleurs, c'était sur le modèle jeune tunisien que le mouvement jeune algérien a été créé, et non pas sur le modèle jeune turc comme on a tendance à, tout à fait, à parce le dire. Il y a eu amalgame de la part d'une certaine historiographie, disons, française, coloniale à l'époque, à amalgamer, à mélanger justement la cause du mouvement jeune turc, qui était d'une toute autre nature, beaucoup plus militariste contre l'hégémonie, contre l'empire féodal, que le mouvement de jeunes Tunisiens, Jeune Tunisie, qui était beaucoup plus un mouvement orienté vers l'anticolonialisme déjà. Vous voyez, dans son noyau, vous avez ce sentiment anticolonial qui est né déjà en Tunisie, et là, ça intéressait les Algériens, tout en sachant qu'il y a eu aussi beaucoup de déportés durant les insurrections populaires, à Zaacha, je pense à tous les militants qui ont été déportés d'Algérie vers la Tunisie. Et c'est là où il y a eu un coutoiement entre les militants, la pensée, etc., les journaux, la presse, les cafés populaires, etc. Donc cette idée de patriotisme ou de nationalisme a eu une influence directe par rapport à des réalités aussi. Hein. Je pense beaucoup à Ahmed Tawfiq al-Madani, qui est tunisien de nationalité, qui était l'un des piliers du mouvement nationaliste en Tunisie, avec la création du parti Destour et le New Destour par la suite, qui a été déporté en Algérie sous l'identité d'Algérien, alors que, mais bien sûr, Ahmed Tawfiq al-Madani, pardon, c'est tout un autre rapport. Son nom revient durant la guerre de libération nationale et même les premières années d'indépendance. Monsieur Bouxa, Monsieur Aswan a mis en exergue l'apport du syndicalisme dans la prise de conscience chez les Algériens. Quel était cet apport que vous avez étudié au sein de l'immigration? Bon, je pense que cet apport, il est un peu réduit. Pour une raison bien simple, c'est que les syndicats avaient en leur sein un certain nombre
d'Européens ou de Français, donc, qui militaient aussi dans ces syndicats. Certains pour le compte des communistes, d'autres pour le compte des socialistes, etc. Donc, vers les années 1911, année d'apparition des jeunes Algériens, avec à leur tête l'émir Khaled, donc on a une première réaction qui est essentiellement, concerne essentiellement autour donc, de la partie algérienne. Donc des Algériens, que ce soit au niveau de l'émir Khaled ou bien de ceux qui vont suivre l'émir Khaled par la suite. Donc le syndicalisme, il est mélangé, il n'est pas tout à fait isolé des autres mouvances. Et c'est là où on est obligé de regarder d'une manière un peu plus sereine ce qui se passait dans la colonie. Donc en Algérie en l'occurrence. Le mouvement jeune algérien a tout de suite commencé à éclore, à créer un journal, un très très bon journal d'ailleurs, l'Iqdam de Paris, l'Iqdam nord-africain, et c'est une élite algérienne qui, autour de l'émir Khaled et de quelques élus, quelques éléments qui ont fait des études ou qui avaient quand même un certain niveau, que les choses vont se passer et que ce mouvement des élus, des jeunes élus, ce mouvement khalidiste va avoir une auréole. Il va se manifester de fil en aiguille. Concernant les syndicats, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était des syndicats mélangés. On peut trouver des Algériens, comme on peut trouver des Corses, on peut trouver des Italiens, on peut trouver des gens de différentes origines. Ce n'est que par la suite qu'on va trouver, comment dirais-je, une série d'individus algériens qui vont se tourner vers l'émir Khaled, mais l'émir Khaled était en train de revendiquer essentiellement la revendication des droits, des mêmes droits que doivent avoir les Algériens par rapport aux colons, par rapport aux Français. C'est ça la différence. Certains historiens disent que le fameux mémorandum qui a été transmis par l'émir Khaled au président Wilson constitue une base d'une réflexion à l'émergence du mouvement national. Bon, je crois que personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse, parce que en vérité, les choses étaient partagées. Nous avons une élite qui commence à émerger. Cette élite est composée d'éléments instruits, des gens qui ont quand même un certain bagage intellectuel, qui vont créer des journaux. On a parlé déjà de l'Iqdam nord-africain, l'Iqdam. Et ce sont des gens qui vont commencer à revendiquer à travers des instruments modernes. Le journal est un instrument moderne dont se sont servis les partisans de l'émir Khaled et qui était un excellent journal. Moi, je me suis permis un petit peu de suivre toute l'évolution de l'Iqdam. Et ben c'est un journal vraiment de haute teneur. Il y a un autre journal, mais rapidement, c'est le Caserna, la caserne. Ça, c'est autre chose. C'est un autre côté du mais syndicalisme. Qui va permettre à la réflexion de prendre une toute autre orientation. Oui, la caserne et l'usine, de son vrai nom, oui. C'est une création des communistes. La caserne et l'usine. Oui. Donc, ils sont partis un peu dans cette direction, et c'était essentiellement pour ramener vers eux, les communistes, pour ramener vers eux des éléments algériens, donc des éléments coloniaux, et les intégrer dans la stratégie de revendication
des communistes en métropole. Monsieur Mohamed Karim Aswan, vous vous êtes intéressé également au phénomène de la presse de l'époque, que ce soit le journal de l'Imer Khaled ou bien un autre journal, le Paria. Bien avant, il y avait aussi d'autres titres. Mais autour du journal, ces lettrés là, algériens, qui sont-ils réellement? N'est-ce pas? Leur nature sociale, n'est-ce pas? Et quel type de formation ont eu ces jeunes de l'époque? Je pense beaucoup plus aux petits noyaux qui entouraient l'Amir Khaled, à savoir Belkacem Ben Tami, médecin qui s'est allié à lui par la suite. Il s'est confronté avec l'Amir Khaled. Je pense surtout à Boumediene Bachir, à Tamzali, le docteur Tamzali, Ben Hbiles, Qaïd Hamoud, etc. En fait, directeur de la publication de l'Iqdam. Et donc, ils avaient une imprimerie aussi, d'un musulman. Donc, ces lettrés-là, ils formaient quoi réellement? C'est quelle catégorie sociale? Ils formaient, selon moi, selon mes lectures, ces enfants de la bourgeoisie commerçante des villes. N'est-ce pas? Et en face, vous avez les féodaux ce que je pourrais appeler les féodaux de la colonisation. Les grands colons. Des Algériens qui étaient terriens, qui étaient des féodaux qui avaient des milliers d'hectares. Donc ces gens-là ne se sont jamais associés. Ils ont participé aux élections de 1882 ou 81, par la suite les élections de 1919. C'était les élus de l'administration, les élus du proconsul, dit gouverneur d'Algérie. Mais les éléments, disons, progressifs, et non pas progressistes, ce sont ces jeunes lettrés, justement, ces jeunes qui appartenaient à cette bourgeoisie commerçante, hein, quelques commerçants, quelques grands, pas trop grands commerçants, mais en fait, ils formaient l'élite. Mais cette élite qui allait se retrouver autour du mouvement jeunes algériens et autour d'autres associations aussi, on parle de comités d'action franco-musulman, et c'est le début en réalité le premier cercle, le premier noyau de la fameuse fédération des élus musulmans. On n'avait pas de revendication politique dans le sens indépendantiste, c'est-à-dire dans le sens où, comme le rappellent les marxistes de l'époque, la question coloniale et la question nationale. C'était en fait des gens qui appelaient à l'assimilation. C'était des gens qui revendiquaient les droits au service militaire entre indigènes, entre parenthèses algériens, et français. Jusqu'au fameux mémorandum où on assiste à un changement de ton chez l'Amir Khaled. Je dirais, oui, l'Amir Khaled, c'est une exception. Vous savez, l'Amir Khaled, il faut encourager encore des études sur ce monument nationaliste ou patriotique. Vous savez, avant même le mémorandum, il avait aussi rédigé des lettres, des correspondances du Maroc, du temps où il était officier terrailleur de l'armée coloniale, envoyé aussi dans ses correspondances vers l'Algérie, puisque sa famille était installée à Boussaïda, n'est-ce pas? Son père, le Hachmi, sa mère, etc. Donc on voyait dans ses correspondances un réel intérêt pour l'Amir Khaled de continuer d'abord le combat de son grand-père, l'Amir Abdelkader. Donc il avait ce sentiment très fort et qu'il mettait toujours en évidence. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le fameux texte où il revendiquait les 10 points. Hein, dont le premier point, c'était que les Algériens aient leurs représentants au niveau du Parlement français. Alors, et puis, on assiste en 1924, en juillet 1924, le fameux meeting de la rue Blanqui, M. Bouxa,
à cette prise de parole de l'émir Khaled qui a été sanctionnée par les clameurs des assistants. Ce n'était pas lui qui a prononcé le mot, mais les ouvriers algériens avaient haut et fort scandé indépendance nationale. C'était la première. Est-ce que c'était la première fois qu'on a parlé du mot indépendance nationale? Et c'était à Paris, rue Blanqui, en 1924. Je suis assez sceptique sur cette affirmation, parce que le problème de l'indépendance nationale a été l'objet de très grands débats au sein des assemblées de l'Étoile nord-africaine. Et ça a été discuté de manière très acerbe par les militants communistes qui appartenaient au Parti communiste français, et il y avait quand même une très grande poignée de militants, hein, les Marov, les Gilani, etc., qui donc participaient à ce début de mouvement, de revendication et d'existence de cette nouvelle organisation qui, dès 1926, s'est fait appeler l'Étoile nord-africaine. Alors, vous êtes le premier... qui a demandé l'indépendance de l'Algérie. C'est le premier mouvement politique algérien qui a revendiqué pour la première fois dans l'histoire l'indépendance totale de l'Algérie. Justement, et j'aimerais bien qu'on revienne sur la création, la date de sa création. Vous êtes le premier chercheur algérien à avoir travaillé sur les archives de cette période, et vous êtes le premier à dire que l'Étoile nord-africaine est créée en juin 1926. Alors qu'il y a plusieurs versions. Il y a ceux qui disent 1924, d'autres disent 1925. Qu'en est-il exactement, monsieur Bouguissa? Il y a eu effectivement plusieurs versions sur le début de la date de création de l'Étoile nord-africaine. Je pense que ce flou vient de la position de l'émir Khaled. L'émir Khaled, il a été, comment dirais-je, il a été poussé à partir vers l'Orient, vers l'Égypte, etc. Et son groupe, qui était le lien entre les communistes et l'émir Khaled, n'a pas pu, en tout cas, orienter les choses comme il le voulait. Ceux qui détenaient la mainmise de l'orientation politique de cette nouvelle association, de ce nouveau parti qui s'appelait l'Étoile nord-africaine, ce sont surtout les éléments communistes, c'est-à-dire les éléments du Parti communiste français sous la houlette de la Troisième Internationale, qui elle-même était sous les ordres de Trotsky et de Lénine, et qui ont donc essayé de trouver une nouvelle voie de revendication pour imposer l'Étoile nord-africaine. Pour une raison bien simple, c'est que le nombre des émigrés à l'époque, le nombre des émigrés vers les années 1926, le nombre des émigrés de colonies, en ce qui concerne par exemple les Algériens, c'était eux la majeure partie des éléments des colonies. C'était eux qui formaient... Il faut le rappeler, M. Bouguissa, le lien, c'est-à-dire il y avait une organisation qui avait établi ce lien entre les Algériens et les communistes, c'était l'union de l'intercolonial, qui a joué un grand rôle dans l'émergence Dès 1921, effectivement, oui, il y a eu, comment dirais-je, la création de l'union intercoloniale. Oui. Dans l'union intercoloniale, deux groupements de coloniaux étaient très forts. Ces groupements, il s'agissait essentiellement des Algériens d'un côté et des Indochinois ou des Vietnamiens de l'autre côté. Mais au départ, c'était les Malgaches également qui étaient... Il y avait effectivement les Malgaches, mais les Malgaches, ils étaient un peu, on peut dire, ils étaient presque du côté de l'émir Khaled. C'est-à-dire que c'est un mouvement de gens alphabétisés, de gens qui ont quand même un certain bagage et qui ont été dans les écoles ou dans les lycées français. Mais les Malgaches, c'était des bonhommes qui revendiquaient essentiellement les droits politiques d'une jeune bourgeoisie éclairée
qui voulaient donc avoir ou qui pouvaient bénéficier de tous les avantages politiques que d'autres colonies ont eu pour leurs éléments. Donc les Malgaches d'un côté, les Vietnamiens de l'autre et les Algériens enfin. Les Algériens et les Vietnamiens étaient les deux colonies les plus comment dirais-je, les plus expressives, les plus combatives, les plus décidées, oui, et qui ont commencé à militer pour avoir le droit de revendiquer tous les avantages politiques que pouvait avoir l'élite, soit vietnamienne, ou indo-chinoise, ou bien algérienne. Monsieur Kelmaswan, j'aimerais revenir également avec vous sur le rôle de l'Union intercoloniale, parce qu'elle va jouer un rôle important dans la prise de conscience des Algériens, de la nécessité de passer à une revendication directe vis-à-vis de l'empire colonial. Bon, avant de vous répondre sur la question de l'union intercoloniale, vous évoquez tout à l'heure l'idée d'indépendance, ouais, d'indépendance de l'Algérie. Rappelons les éléments historiques qui sont en fait publics, hein, mais essayons de voir, de redonner à chacun sa dimension réelle. Exactement. Dans l'histoire. Oui. Il y a eu, lors du 3e congrès international du commentaire, il y a eu un appel à la libération des peuples d'Algérie et de Tunisie. Le Maroc était considéré comme une exception, vu la nature coloniale, surtout la nature des colonialismes qu'occupait donc, le Maroc. Donc cet appel a été rédigé par le comité exécutif de la 3e internationale. Mais qui assistait à ce congrès-là? C'est la 3e internationale communiste, hein, pour que les choses soient claires. Oui, rien à voir avec les autres, ni la socialiste, ni la socialiste et demie, ni autre. Non, c'est l'internationale communiste. Donc, qui assistait à ce congrès-là? 2 personnes. Abdelaziz Mnawar, dont on oublie à chaque fois, oui, un enfant de la Kasbah, oui, et le fameux Tunisien Tahar Boudamra, qui a rédigé le premier une lettre à partir de Moscou. Il envoie une lettre à la direction du Parti communiste exigeant l'application telle qu'elle a été instituée par le comité exécutif du commentaire, c'est-à-dire de la 3e. Quelle était la recommandation? La création des commissions coloniales. Et donc c'était le Tunisien Tahar Boudamra qui a envoyé à la direction de son parti, qui était membre d'ailleurs du PCF, disant attention, la 3e, voilà ce qu'elle vous demande. Et vous étudiez bien sûr dans cette commission coloniale, affiliée au bureau politique, à la direction. À cette époque, il n'y avait pas de bureau politique, c'était un comité de direction. Ouais. Le PCF appelait ça un comité de direction. Et il exigeait qu'il y ait comme revendication principale l'indépendance de l'Algérie et de la Tunisie. Alors pourquoi Algérie et Tunisie se retrouvent liés? Parce que tout simplement, toute la littérature colonialiste de l'époque, politique, économique, etc., considérait, et il le disait clairement, la Tunisie est un prolongement naturel de l'Algérie. Eh bien tant mieux. Aujourd'hui, c'est un prolongement historique, nous avons des choses en commun. D'ailleurs, la première étoile nord-africaine, M. Bouxet, il y avait des Tunisiens dont, au sein de cette première structure, c'est-à-dire la structure de 1926. Mais assez peu. Mais assez peu, parce que du côté structurel, il n'y avait pas de Marocains, il y avait très peu de Tunisiens, et donc c'était surtout les Indochinois et les Algériens qui étaient vraiment le... Non, je parle de l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, c'est-à-dire oui, l'étoile nord-africaine, l'étoile nord-africaine. Dans l'étoile nord-africaine,
les éléments les plus importants, c'était les Algériens. Mais les Algériens, ils n'étaient pas seuls. Alors, qui a présidé Les Indochinois, oui. avec la présence de Ho Chi Minh, c'est lui qui dirigeait la mouvance indochinoise, comme Hadj Ali Abdelkader dirigeait la mouvance algérienne. Et c'est lui qui va présider justement... Et c'est lui qui va présider l'étoile nord-africaine. La première. La première étoile nord-africaine. Et c'est lui qui en sera le premier président. Et il paraît qu'avant, on a essayé de convaincre l'émir Khaled pour qu'il soit président de cette... Oui, il y avait des tentatives de négociation pour donner la présidence honorifique de l'étoile nord-africaine à l'émir Khaled. Mais l'émir Khaled n'a pas donné les correspondances qu'on attendait de lui. Et son accord pour être le président de l'étoile nord-africaine. Les services de renseignement français se sont aussi mêlés de cette affaire et ils ont tout fait pour empêcher comment dirais-je, pas la collision, mais les deux parties de pouvoir travailler la main dans la main. Voilà la différence qui a existé. Ils n'ont pas pu rassembler, et d'ailleurs il y a des correspondances entre la troisième internationale et l'émir Khaled. Ouais. Mais l'émir Khaled agissait avec des compagnons, des éléments qui étaient quand même assez soudés avec l'émir Khaled et qui voulaient donc à tout prix que l'émir Khaled soit le porte-parole de cette nouvelle association. Bon, l'émir Khaled n'a pas accepté, M. Karim Aswan. On a même dit que l'histoire de l'émir Khaled s'arrête en 1926. Mais vous avez ramené aujourd'hui un document extraordinaire qui date de 1931, une correspondance de l'émir Khaled avec un grand militant qui va marquer le mouvement national, plus tard la guerre de libération nationale, à savoir Mohamed Toufiq Al-Madani. Qu'en est-il exactement? Quelle est l'importance de ce document que vous avez ramené aujourd'hui avec vous? Ahmed Toufiq Al-Madani, c'est encore une fois, il est regrettable à chaque fois de le noter, c'est encore une autre personnalité politique, intellectuelle et culturelle qui n'a pas eu sa part de l'histoire, n'est-ce pas? Alors, ce texte, extrait d'ailleurs de la page blog personnelle sur l'œuvre, et ça je dois le noter quand même, sur l'œuvre et l'action de Ahmed Toufiq Al-Madani. La correspondance émane d'un Khaled exilé en Syrie. Il a été exclu, d'ailleurs exilé par forcing, pas uniquement par l'administration policière coloniale, mais par aussi la trahison de ses premiers compagnons. Hein, ça, il faut aussi le signaler. Oui. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est la première phrase, écrite de sa main, quand il s'adresse à un frère militant et patriotique. Il a أخي الوطني المناضل الأستاذ أحمد توفيق المدني. Dans cette première phase, déjà nous voyons le sentiment auquel il appartenait, l'émir Khaled, c'est-à-dire un profond patriotisme et amour de la liberté. D'ailleurs, dans cette lettre, il lui rappelle en fait l'amour pour le pays. Ce n'est pas la seule lettre, il y a eu plusieurs lettres. J'ai une dernière question concernant l'émir Khaled, et puis je vais revenir à la création de l'étoile nord-africaine. Vous savez que l'Arbi Bouhali, en 1957, il a écrit un article sur l'apport de la révolution prolétarienne au nationalisme algérien. Il a écrit clairement que l'émir Khaled est le père spirituel du nationalisme algérien. Qu'en pensez-vous? Mouvement national algérien, mais non pas national. Nationaliste. Oui. Parce que nationaliste, c'est une autre question.
C'est en fait le père fondateur. Bon, quoique dans l'histoire du mouvement collectif social, l'idée du paterne, du père fondateur, etc., ne colle pas. Parce que c'est un mouvement social, mouvement de masse. Ouais. Et chacun a porté sa petite brique dans la construction donc, de la maison nationale. Oui, Larry Boer avait totalement raison de l'évoquer. Et cet article, enfin cette étude de plusieurs pages d'ailleurs qui est parue dans une revue théorique communiste française, était en réalité en fait en réponse à un article qu'avait publié l'ancien responsable du Parti communiste algérien, c'est Ben Ali Boukourt, qui termina, nous le savons très bien, avec son adhésion durant la guerre de libération nationale au mouvement messaliste MNA. Donc on voit, voilà un personnage qui fait consensus, que ce soit chez les ulama, que ce soit chez les communistes, que ce soit chez les ouvriers syndicalistes, etc. Donc est-ce que c'est vrai que la personnalité de l'émir Khaled, M. Bouxa, était consensuelle? Je ne pense pas qu'elle était consensuelle et peut-être qu'elle est un peu trop gonflée. Oui. L'émir Khaled a eu l'occasion de prendre la tête du mouvement national, de prendre la tête de l'étoile nord-africaine et d'aller dans ce sens. Mais il n'a pas profité de cette occasion et il est resté collé aux jupes de la puissance coloniale et c'est comme ça qu'il a donc essuyé un échec. Un échec qui fait que l'émir Khaled, pour moi, je suis d'accord avec l'article de Charles Robert Ajon, nous avons développé la même thèse, que l'émir Khaled est loin d'avoir été un nationaliste algérien. C'est ma position et c'est la position Voilà. Donc, que beaucoup d'historiens ont pris. Donc on attribue aujourd'hui la paternité du mouvement national à une autre figure qui va émerger dans le sillage de la première étoile nord-africaine, à savoir Messali Hadj, qui va succéder à Abdelkader Hadjali à la tête de l'étoile nord-africaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Messali va s'imposer à la tête de l'étoile nord-africaine à partir d'ailleurs quelques mois seulement après sa création? Le vrai patron de la mouvance globale dans l'étoile nord-africaine, c'était Hadj Ali Abdelkader, Ouais. et pas un autre. C'était Hadj Ali Abdelkader. Hadj Ali Abdelkader, c'était lui qui faisait tout, c'était lui qui orientait, c'était lui qui inscrivait les éléments algériens à l'école des cadres du Parti communiste français. Et en ce sens, il était vraiment l'orientateur de tous ces éléments qui étaient, après lui, des éléments qui assuraient l'agitation politique, qui assuraient en tout cas beaucoup de choses. Et le Hadj Ali Abdelkader, cependant, on le verra à la réunion du 6e exécutif élargi en 1926, quand ils vont se déplacer et quand l'arbitrage sera orienté par ou dirigé par Trotsky et par Lénine, avant la mort de Lénine en 1924. Et donc, ce Hadj Ali Abdelkader est resté sur une position qui n'arrangeait pas la 3e internationale et le comité exécutif de la 3e internationale. Lui voulait un parti, un véritable parti colonial dans le parti. Et les dirigeants de la 3e internationale, en l'occurrence Lénine et Trotsky, étaient sur une autre position. Ils voulaient un front. Ils voulaient un front colonial qui ramasse toutes les énergies que l'on peut trouver chez les Algériens, chez les Vietnamiens, chez d'autres éléments, et qui donc allait se diriger vers des demandes d'indépendance nationale, de leur accorder les droits politiques. Et c'est ça qui s'est passé. Est intervenu en l'occurrence, puisqu'il
ils ont souffert, les communistes français ont souffert de l'absence d'éléments instruits, de cadres instruits. Parmi les cadres qu'ils voulaient avoir, les éléments instruits avaient une place particulière, un rang particulier. Et Messa Ali Hadj était de ces gens-là qui ont profité de la situation. Il a été inscrit par Hadj Ali Abdelkader dans les cadres du Parti communiste français, et il a commencé à faire son chemin. Il a émergé essentiellement donc, en 1927, lorsqu'il a été désigné par le Parti communiste français comme secrétaire général de l'étoile nord-africaine. Et c'est là on lui a volé les papiers de son intervention. Très rapidement, il s'en est relevé. Il a refait le papier qu'il devait lire auprès des délégués internationaux au Palais d'Egmont en Belgique. Et à partir de ce moment-là, Messa Ali Hadj était devenu un élément quand même sur lequel on peut compter. On peut compter, et lui, il était, comment dirais-je, il était encore dans le sillon du Parti communiste français et des revendications de l'étoile nord-africaine. Mais il n'a pas changé le moindre article au sein du programme de l'étoile nord-africaine mis en place par Hadj Ali Abdelkader. Non, le programme n'a pas été fait ou orienté essentiellement par Hadj Ali Abdelkader. Il y avait des contradictions entre eux dans les débats. J'ai mis des exemplaires dans ma thèse sur les débats de la commission de l'étoile nord-africaine qui, à chaque fois, avait des débats internes et comment dirais-je, qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres sur les différents mots d'ordre revendicatifs. Et c'est dans ce sens que Hadj Ali Abdelkader a commencé un petit peu à s'orienter vers la revendication de la création d'un parti colonial dans le parti, contrairement à ce que voulait la Troisième Internationale, Lénine et Trotsky en tête. Et ils ont commencé, et c'est là que vont commencer un petit peu les problèmes qui vont se poser à l'intérieur de cette petite élite qui était dans le Parti communiste français et qui était au sein de l'étoile nord-africaine. Ils étaient à l'Union intercoloniale, ils étaient à l'étoile nord-africaine et ils étaient également dans d'autres instances du Parti communiste français. Vous dites dans votre ouvrage que Messa Ali Hadj a observé un silence déconcertant, je reprends votre terme, concernant l'étoile nord-africaine, concernant sa création. Pourquoi ? C'est un point d'interrogation qui reste toujours ouvert. Et vu que dans les rapports que moi j'ai exposés dans mes ouvrages et dans un certain nombre d'articles, etc., Messa Ali Hadj a assisté de nombreuses fois au débat interne de l'étoile nord-africaine sur le programme de l'étoile nord-africaine. Il a assisté plusieurs fois et il était partie prenante. Il est devenu le nouveau leader. Le nouveau leader, et avec les divergences qu'il y avait avec Hadj Ali Abdelkader, il partait dans le sens de, comment dirais-je, de la création d'un parti colonial dans le parti. La Troisième Internationale et son comité exécutif n'étaient pas d'accord. Et donc, une bonne partie des autres militants algériens ont suivi Messa Ali Hadj. Et de là a commencé, à partir des années, non plus 27, mais 28, 29, 30, et là ont commencé des divergences entre une partie des militants qui avaient un ascendant nationaliste, qui était très pris par la revendication de l'indépendance nationale, une armée de libération, c'était aussi un point important. Il y avait plusieurs points importants qui étaient énoncés par le programme. Parlement national. Et là a commencé
ont commencé les divergences avec des éléments qui étaient proches de la direction du Parti communiste français à partir des années 30. On leur enlève le local. De local, Ouais. de local. On les expulse du local de 1930 à 1933. Et vraiment ils étaient Voilà, avant de conclure, à vos dos. j'aimerais poser une question sur cette divergence, sur ce rapport conflictuel avec le Parti communiste français, entre l'étoile nord-africaine, notamment à la fin des années 20. Monsieur Mohamed Karim Aswad. Bon, rendons à César ce qui lui appartient. Oui. Tout d'abord, il y a le code de l'indigénat qui était appliqué aux Algériens spécialement, interdisait à tout Algérien toute affiliation à un parti politique ou création de partis politiques ou autre. Donc là, c'était la grande difficulté pour l'émir Khaled de constituer un mouvement politique. Le code de l'indigénat lui interdisait. Le code de l'indigénat plus les cours spéciales qui ont été créés. Sa formation politique, culturelle et autres, même militaire, lui interdisait de s'imposer en tant que zaïm. Il ne voulait pas, à la lecture de ses lettres, de ses correspondances et de son itinéraire, il ne voulait pas devenir un zaïm en Algérie. Au contraire, il voulait qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'Algérien à travers la formation, à travers l'école et la liberté de l'enseignement et autres réformes. Donc c'était une vision réformiste, certes, mais elle était une exigence de l'heure. On ne pouvait pas passer en 1919 ou en 1920 à la lutte armée. Ceci dit, le Parti communiste français, il a une évolution assez spécifique par rapport aux autres partis communistes européens. Jusqu'à 1931, avant justement cette directive qui a été imposée de force, bien entendu, la bolchevisation donc du parti. Avant 1931, c'était des courants qui dirigeaient le comité central et le bureau politique. C'était des quotas. Vous avez la gauche, le centre-gauche, vous avez les anarchistes, vous avez les trotskistes, etc. Donc ce n'était pas un parti communiste à l'allemande, tel qu'il était en Allemagne ou en Pologne surtout, qui étaient les deux grands partis de l'époque. Et c'était normal de la part des militants algériens affiliés à ce parti qu'ils se retrouvaient au vent des décisions bicéphales entre un courant de gauche, un courant centriste, un courant trotskiste. Quand on consulte aujourd'hui les archives du Parti communiste français, les quelques archives que ce parti a rendues publiques, nous suivons des débats qui ont eu lieu, dont Abdelkader Hadj Ali. Abdelkader Hadj Ali n'a pas eu une formation idéologique et politique pour devenir un leader communiste ou un leader ouvrier. Abdelkader Hadj Ali vient du mouvement syndicaliste, vient du mouvement ouvrier. Donc automatiquement, il avait toujours dans les débats à l'intérieur du comité central ou à l'intérieur de la fameuse commission coloniale, il avait ce niveau d'homme de terrain, d'organisateur. Mais il y avait quand même avant lui celui qui l'a recruté. Je reviens à ce fameux Abdelaziz Mnawar qu'on a tendance à toujours l'oublier. C'est le seul qui a suivi une formation de 6 mois à l'école léniniste de Moscou. Il a côtoyé tous les dirigeants, donc, y compris Trotsky qui va devenir par la suite renégat et agent des renseignements français. On a tendance à oublier ces gens-là. Mohamed Marouf, c'est lui qui a préparé le terrain à ce que Massali El-Hajj rentre en Algérie. Et Mohamed Marouf, c'est aussi un leader syndicaliste, mais de formation politique. Il était chargé par le Parti communiste français de rentrer en Algérie et de réorganiser la fédération communiste algérienne. Donc il a commencé son expérience à l'Ouest et ça a donné ce que ça a donné.
Monsieur Kamel Bouksa, donc ces divergences vont conduire à la dissolution de l'étoile nord-africaine au début des années 30 et qui sera recréée sous la fameuse appellation la glorieuse étoile nord-africaine. C'est-à-dire que les divergences dont j'ai parlé à partir des années 28, 29, 30, même 31, entre une équipe qui était maintenant beaucoup plus proche de Messa Ali Hadj que de Hadj Ali Abdelkader, ce qui n'était pas le cas avant. Les divergences, ils vont accroître les contradictions et les divergences entre le groupe autour de Messa Ali et les éléments qui sont restés fidèles à Hadj Ali Abdelkader. Et là où le bas blesse, là où ça va poser un grand problème, c'est lorsque les communistes vont monter au pouvoir dans les années 35-36 et ces communistes vont refuser la position de l'étoile nord-africaine et qui vont même être responsables de la dissolution de l'étoile nord-africaine. Donc là, on est arrivé à un point pratiquement de non-retour entre les uns et les autres. Et après les années 1936, les choses vont aussi se gâter. Le volontarisme de Messa Ali a permis de recréer l'organisation, puis voilà. le parti... Oui, c'était une astuce qu'ils avaient. Déjà, quand on voit par exemple les allées et venues de Rajaf Belkacem, de certains militants de Marouf, de Kada, qui vont aller souvent revenir à la préfecture de Nanterre ou à une autre préfecture pour changer le nom et le statut de l'association de l'étoile nord-africaine et qui vont donc pouvoir continuer leur parcours militant d'une manière, comment dirais-je, d'une manière un peu différente de ce que peut-être les statuts antérieurs prévoyaient. Jusqu'à la création du Parti du peuple algérien. Jusqu'aux années 1937, qui est l'année effectivement, de glissement et d'aller vers la clandestinité, avec l'arrivée de jeunes étudiants comme le docteur Lamine Debarine et quelques autres. Et il faut dire que cette année a été également marquée par le fameux discours de Messa Ali Hadj à Bellecour, lorsqu'il avait dit « cette terre n'est pas à vendre ». C'était à ce moment-là que Messa Ali a réussi à drainer véritablement le peuple algérien derrière. Il a réussi à drainer et je crois qu'il a été lui-même un peu étonné de l'accueil qui a été réservé par la population d'Alger et de Bellecour en l'occurrence au discours de Messa Ali Hadj au stade de Bellecour. Et ça, c'est un point très important parce que ça a décidé Messa Ali Hadj à rendre le PC du PPA ici à la Bouzaria et non plus à Paris. Ce qui lui a valu la critique de pas mal de compagnons Taouk qui étaient restés des anciens immigrés de Paris. À Nanterre notamment. Je termine avec M. Mohamed Karim Aswan. Je pense que tout n'a pas été encore dit sur cette période. Déjà, tout ce qui est en train de se dire et s'écrit est à revoir, est à enrichir. N'est-ce pas? La mythification, à titre d'exemple, et je conclue là-dessus, la mythification d'un Messa Ali Hadj et lui donner des dimensions supranaturelles cause du tort à notre mémoire nationale. Parce que je pense que si on réfléchit bien, si on lit bien les documents, les archives, etc., nous avons à la même Bellecour une expérience dont on ne parle pas assez, c'est le Parti nationaliste révolutionnaire qui a été lancé par un Belarbi, des Bou'lam.
qui est dans la maison familiale et juste à côté qui de... était une invention communiste. Justement, Il y a eu un débat un peu sur c'était encore d'où vient-il, qui l'a créé, etc. C'était encore cette fameuse lettre de décision de 1922 d'appeler à l'indépendance des colonies, dont une lettre spéciale pour l'Algérie et la Tunisie. Bon, Belarabi a eu un autre, c'était le premier justement à se dissocier de cette fédération communiste du PCF en Algérie et à essayer d'appliquer les recommandations de la Troisième Internationale, dont un des textes est signé par le Staline en personne, qui était membre de l'exécutif, adressé à ce Belarabi, à Siboualem, l'encourageant à créer un parti nationaliste, un parti qui passait à l'indépendance, donc avec tous les moyens possibles et imaginables, c'est-à-dire de la grève générale jusqu'à la lutte armée. Massali El-Hajj, c'est une autre histoire qui mérite en fait beaucoup plus d'attention. Monsieur Bouxet, je pense qu'on termine avec le sacrifice, un mot sur le sacrifice de l'immigration algérienne à partir de 1919 jusqu'à l'indépendance nationale. Le sacrifice de l'immigration algérienne était très important. Il était très important et ce sacrifice a eu des conséquences très, très néfastes pour un certain nombre d'éléments, d'émigrés qui étaient sur place et qui ont soit milité, soit qui ont été victimes. Les événements un peu plus tard du 17 octobre vont fournir, je crois, l'occasion à beaucoup de journalistes et beaucoup de commentateurs pour dire que vraiment c'est la première fois qu'on voit autant d'Algériens, autant d'émigrés algériens qui sont sortis de la torpeur, de l'obscurité et qui ont fait les frais de milliers de morts. C'est un point sur lequel nous avons encore du retard à rattraper. Sur cet hommage au sacrifice de l'immigration algérienne pendant le mouvement national et pendant la guerre de libération nationale, je tiens à vous remercier. Je vous remercie, Monsieur Kamel Bouxa. Je rappelle que vous êtes sociologue, historien et même avocat, auteur d'un livre remarquable sur l'origine du mouvement national. Je remercie également Monsieur Mohamed Karim Aswan, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Algérie et auteur d'un ouvrage original sur l'émir Khaled sous le titre « L'émir Khaled, à notre regard ». Je vous remercie. Voilà qui termine les dossiers de l'histoire pour aujourd'hui. Le dossier de l'étoile nord-africaine et sa création reste ouvert. Le débat reste ouvert. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant, je tiens à remercier quand même les responsables de la Bibliothèque nationale du Hama qui nous ont accueillis dans ce temple du savoir et de la culture.